Je vous emmène avec moi dans la jolie tempête de la maternité. On va parler bienveillance, doutes, les up and down, sans tabou et dans la bonne humeur. Bienvenue dans Happy Maternity, le podcast qui va booster ta maternité. Bonne écoute! Hello Toum, je suis super contente de te recevoir aujourd'hui. Moi aussi, bonjour. Comment tu vas? Très bien, très bien. Merci. Très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es, ce que tu fais dans la vie? Explique-nous un petit peu. Donc, moi, je suis Toum Bindels. Je suis kinésithérapeute spécialisée dans la petite enfance. J'ai terminé mes études pendant le Covid. J'avais fait d'autres études avant, donc voilà, ça a été un peu retardé. Et petit à petit, je me suis vraiment formée dans la petite enfance. Et donc, aujourd'hui, je prends en charge les bébés pour problèmes de développement moteur, donc de la naissance à la marche. Tout ce qui est torticolis et déformation crânienne. Ouais. Pour la kiné respiratoire, donc les bronchiolites. Et alors, je viens de terminer une grosse formation de kiné en allaitement qui me permet d'avoir la casquette d'accompagnante en allaitement, mais aussi évidemment intervenir en tant que kiné sur les bébés, éventuellement parfois sur la maman, plus au niveau biomécanique et voilà, comprendre un peu ce qui se passe pour tout ce qui est troubles de la succion par exemple. Et donc voilà. Top, super. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les pathologies que tu rencontres le plus, toi, en consultation? Donc, tu consultes où? Je consulte au centre Mimosa à Uccle, et donc près du Fort Jaco, et à Route-Saint-Genèse, à côté de Vastier-Godot. Ouais, tout ça, aux alentours de périphérie bruxelloise. Voilà. Ok, top. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer effectivement quelles sont les pathologies que tu rencontres le plus au cabinet? Qu'est-ce que tu as comme petit patient? Ben, bien sûr, ça dépend évidemment de la formation à chaque fois du kiné. Donc moi, par exemple, les patients que j'ai le plus au cabinet, c'est typiquement pour un développement moteur où il n'y a pas de quatre pattes, par exemple. Des bébés qui ne font pas de quatre pattes et qui se déplacent, par exemple, sur les fesses. Ok. Aujourd'hui, on sait que c'est une étape très importante au niveau du développement. C'est vraiment une étape qui va permettre à l'enfant de développer plein de nouvelles capacités, qui va permettre de vraiment faire cette connexion entre les deux hémisphères cérébraux, le corps à gauche, corps à droite. Et en fait, aujourd'hui, c'est vraiment prouvé que c'est aussi, ça diminue tout ce qui est facteur de risque des troubles d'apprentissage pour plus tard en âge préscolaire. Donc voilà. Ensuite, j'ai évidemment des patients aussi pour tout ce qui est déformation crânienne et torticolis. Donc des bébés qui ont vraiment soit la tête plate ou alors voilà, d'autres petites déformations au niveau du crâne. Et alors les torticolis qui sont donc l'enfant qui reste dans une rotation, donc qui regarde par exemple toujours sa tête à droite ou à gauche. Mm-hmm. Donc voilà. J'ai aussi évidemment pour tout ce qui est les bronchiolites. Ça, c'est ce qu'on voit principalement en hiver. Et alors aussi, je vois de plus en plus en fait un sujet pour lequel je m'intéresse vraiment principalement aujourd'hui, c'est tout ce qui est le problème au niveau ORL et respiration buccale et respiration nasale. Aujourd'hui, c'est plus dans une démarche de prévention et pour détecter, et pour le moment, je les redirige pour faire des personnes qui sont formées là-dedans. Mais en fait, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse et aujourd'hui, on montre à quel point il est important pour les bébés de respirer par le nez. En fait, pourquoi aujourd'hui c'est de plus en plus présent d'avoir des bébés qui ont une respiration buccale? Parce que ça fait à peu près 4 générations qu'il y a une involution humaine qui se fait à ce niveau-là. Mm-hmm. Les bébés naissent avec des mâchoires de plus en plus petites parce qu'il y a l'allaitement qui a diminué fortement. Okay. L'industrialisation alimentaire qui est arrivée avec les panades, ce qui fait que les mâchoires travaillent beaucoup moins. Okay. Donc les bébés naissent avec des petites mâchoires, deviennent des adultes à petites mâchoires, qui font des bébés avec des petites mâchoires encore plus petites, et ainsi de suite. Et en fait, on sait que voilà, une mâchoire petite, c'est un palais qui est petit, et donc le palais, c'est le plancher de la respiration du nez, des fosses nasales. Et donc, ça fait des bébés qui se retrouvent dans des situations où ils sont obligés d'ouvrir la bouche pour pouvoir respirer, parce que la respiration 100% nasale n'est pas possible. Et donc, c'est des bébés qu'on va voir la nuit, par exemple, dormir la bouche ouverte. Okay, ouais. Ou même la journée, parfois qui ont tendance à garder cette bouche un peu ouverte. Et on voit même ça chez des adultes qui n'ont pas été traités dans la petite enfance. Qui gardent cette bouche. Et donc, il y a les ronflements qui arrivent et tout ça. Et donc, en fait, pourquoi ça m'intéresse? Parce que je me rends compte que ça a un impact en fait, sur énormément de choses par rapport au corps humain, par rapport à la physiologie.
Et donc voilà, ce n'est pas pour rien si l'humain est fait à la base pour respirer par le nez. Donc voilà, ça a des impacts sur le sommeil et voilà, et plein d'autres choses. Donc voilà, c'est un vaste sujet qui m'intéresse aussi beaucoup. Et au niveau de la plagiocéphalie, donc ou du torticolis, on va dire, qu'est-ce que tu peux... parce qu'on entend souvent, oui, mais c'est pas grave. Comment est-ce que les parents peuvent repérer qu'il y a un torticolis et pourquoi c'est important de repérer cette difficulté molaire. Donc, juste définir c'est quoi et pourquoi c'est important de déceler ça très tôt. Donc, un torticolis, il va être repéré soit par le pédiatre, soit parfois par les parents. Parfois, c'est les parents eux-mêmes, sans savoir le terme exact, mais qui voient qu'il y a un souci au niveau du bébé. Ce sont des bébés qui vont, c'est un peu plus complexe que ça, mais globalement, qui vont que regarder d'un côté, okay. Donc, que la ce tête soit à d'un gauche côté, ou que ce soit à droite. Et ceci, ça peut entraîner des déformations crâniennes, donc des têtes aplaties à certains endroits du crâne, ou alors l'inverse, c'est de nouveau toujours le problème de l'œuf avant la poule ou la poule avant l'œuf, qu'est-ce qui entraîne l'un par rapport à l'autre. Pourquoi c'est important de consulter pour ça? Donc en fait, non, une déformation crânienne ne va pas passer, ce n'est pas que juste esthétique. En fait, il faut comprendre d'où vient cette déformation crânienne parce qu'une déformation crânienne est la conséquence d'un manque de mobilité, d'une restriction de mobilité. Alors, soit effectivement, ça vient d'un torticolis, mais donc du coup, il faut comprendre si le torticolis, c'est juste une préférence posturale qui a été faite suite à une position dans le ventre ou alors qui a été adaptée petit à petit par les habitudes du bébé dans les premières semaines de vie. Ou alors si c'est vraiment un problème plus important et si on est vraiment sur un trouble neurologique important et donc dans ces cas-là, voilà, travailler en équipe avec un neuropédiatre et comprendre plus loin ce qui se passe. Ok. Donc ensuite aussi, donc la déformation crânienne est un signe de restriction de mobilité, mais aussi petit à petit on voit en fait de plus en plus que les déformations importantes, je dis bien vraiment importantes du crâne, sont des facteurs de risque, peuvent être des facteurs de risque de troubles de l'apprentissage pour plus tard à l'école. Et donc voilà. Donc c'est hyper important du coup qu'ils aient cette liberté de mobilité, de pouvoir regarder à droite, à gauche, parce que ça va influencer en fait tout leur développement. Exactement. Okay. D'où aussi notre combat avec tout ce qui est matériel de puériculture, avec les transats, les maxi-cosy. Bien sûr, heureusement qu'ils sont là. Parfois, ils sont très utiles. Mais c'est vraiment à limiter au maximum. C'est ça. Donc, plutôt motricité libre, donc sur un tapis par terre, et ils font les faire bouger gauche à droite, être avec eux comme eux ils veulent. Mais comme ils veulent, et donc voilà. C'est la possibilité de se développer naturellement, physiologiquement. Et du coup, une question qui me vient là maintenant tout de suite, quand on allaite, si on allaite toujours du même côté par exemple, est-ce que ça peut développer ce genre de torticolis ou pas spécialement? Ça peut. Après, si on allait toujours du même côté, c'est que déjà, il faut comprendre pourquoi on allait toujours du même côté. Ouais. Est-ce que ça vient de la maman ou du bébé? Ensuite, ça peut effectivement, de nouveau, c'est toujours une question de facteurs de risque et c'est multifactoriel, des choses qu'on combine. Donc, si ce bébé, par exemple, doit toujours regarder vers la droite pour allaiter toujours le même sein gauche de la maman, que même sur son tapis de jeu, il y a une fenêtre, une baie vitrée qui fait qu'il doit tout le temps regarder vers la droite parce qu'il est tout le temps attiré par là, que ceci, que cela, en fait, ensemble, ça va faire que on risque de développer cette déformation crânienne ou ce torticolis qui va arriver petit à petit. Et donc voilà. Donc, quoi qu'il arrive, quand il y a une préférence positionnelle, il faut toujours essayer de comprendre d'où ça vient et investiguer et essayer de solutionner parce que c'est aussi très important pour la suite parce que toute asymétrie posturale, donc quand on utilise plus un côté du corps ou de l'autre, c'est un impact aussi bien au niveau du schéma corporel du bébé. Donc des bébés qui tournent la tête toujours par exemple sur la droite, on voit bien que le développement du côté gauche, ils n'ont pas du tout pris la même conscience de leur corps à gauche qu'à droite. Et en fait aussi ça a un impact sur la suite, donc une fois qu'il va y avoir un rampé, une fois qu'il va y avoir du quatre pattes et tout ça, même jusqu'à la marche, parfois quand la symétrie n'est pas vraiment bien solutionnée, on peut voir un impact par rapport à tout ça. Et de nouveau, c'est par le même principe que le quatre pattes, s'il n'y a pas de vrais troubles neurologiques derrière, tout enfant marchera, mais autant mettre toutes les chances de son côté, que tout se passe de la manière la plus harmonieuse et que ce soit le plus intéressant pour lui aussi dans son développement. Et du coup, toi, tu vas pouvoir nous donner des conseils sur toutes les petites choses à mettre en place. Plus on s'y prend tôt, plus on pourra mettre des choses en place facilement, ce sera plus fluide. Si on attend trop tardivement, ça peut être compliqué, on peut passer à côté de certaines choses importantes. On peut venir te voir en prévention? Oui, bien sûr. Alors, moi, toujours, j'aime bien conseiller d'aller faire au moins une séance chez l'ostéopathe
pédiatrique après qui est spécialisée en pédiatrie parce que de nouveau, comme on dit souvent, le bébé n'est pas un mini adulte, donc vraiment quelqu'un de spécialisé là-dedans. J'aime bien conseiller de toujours faire une consultation chez un ostéopathe après l'accouchement. Je trouve que les kinés ont aussi notre rôle là-dedans parce que pour moi, la prévention est bien plus importante parfois, entre guillemets, que parfois je préfère prévenir que guérir. Et donc, j'aime beaucoup faire aussi des consultations où en fait, j'en ai de plus en plus des mamans qui m'appellent pour ça et des parents de manière générale. Pour vraiment, après l'accouchement, elles ont besoin d'avoir des conseils, elles ont des questions à poser, que ce soit par rapport au bébé en lui-même, que ce soit par rapport à l'allaitement, que ce soit par rapport au biberon, que ce soit par rapport à comment aménager la chambre, que ce soit par rapport à ce qui est vraiment important à avoir ou non au niveau du matériel. Toutes des petites choses. Et c'est aussi dans ces cas-là qu'on voit vraiment la manutention du bébé qui est si importante au quotidien. Donc voilà. Tu peux nous expliquer ça, du coup, sur le portage du bébé? Est-ce qu'il y a des mauvaises habitudes, des bonnes habitudes à apprendre? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Donc, par rapport à la manutention de manière générale, donc ça, c'est vraiment juste le principe de prendre le bébé, par exemple, d'une table allongée, venir le porter pour le mettre dans ses bras. On sait bien aujourd'hui, on en parle de plus en plus, même si c'est encore bien ancré dans les habitudes, que porter un bébé par les aisselles, c'est vraiment à éviter. Pourquoi? Moi, j'aime bien toujours donner cet exemple qu'un jour un formateur m'a donné, qui permet de bien comprendre. C'est par le même principe que pour ceux qui font du ski, si on prend un tire-fesses et qu'en fait, au lieu d'être tiré au niveau des fesses, au niveau du bassin, on était tiré par les aisselles. Ouais. C'est vraiment pas agréable, ça donne tout de suite un sentiment d'insécurité. Et donc en fait, c'est le même principe quand on prend un bébé par les aisselles. Déjà, il n'est pas du tout actif dans ce mouvement. Ouais. Il est posé sur une table ou peu importe où, on vient le prendre. Il se retrouve juste à faire des mouvements qui sont antérieurs ou postérieurs, donc vers l'avant ou vers l'arrière, qui n'est pas du tout productif pour la suite de son développement. Et en fait, il est vraiment passif. Et donc vraiment pas intéressant pour lui. Et en plus, ça vient vraiment créer ce sentiment d'insécurité et créer des tensions, surtout au niveau du haut du corps, qui sont autant les éviter. Ouais. donc voilà. Et donc pendant ces consultations, typiquement un peu de prévention et même en fait de manière générale, j'aime bien toujours revoir la manutention du bébé avec les parents, parce que c'est aussi bien la maman que le papa ou le coparent, de revoir comment prendre correctement le bébé dans ses bras. Et donc, j'ai eu la chance en fait, d'être collègue et aussi d'être formée par Bénédicte Guillain, qui est une kiné pédiatrique qui se bat vraiment pour tout ça et qui aujourd'hui nous explique très bien aussi que dans les pays nordiques, on pratique beaucoup cette façon de prendre les enfants. On vient vraiment les prendre par la base, ce qu'on appelle la base, donc vraiment au niveau du siège, au niveau des fesses. Et ça permet vraiment de donner vraiment un vrai sentiment de sécurité pour le bébé, mais ça lui permet aussi vraiment de se construire lui-même sa sécurité de base, qu'on appelle, et vraiment qu'il se construise autour de son axe de manière beaucoup plus harmonieuse. Et voilà. Et moi, je reste convaincue que des enfants qui sont portés avec ce respect dans la vie de tous les jours, ça permet de créer des adultes qui sont beaucoup mieux dans leur basket c'est ça que tu disais, pour plus tard. Donc voilà. Ouais, donc c'est intéressant parfois par des tout petits conseils qu'on peut mettre en place. En fait, on va faciliter le développement. Alors, comme tu dis, tous les adultes, s'il n'y a pas de pathologie particulière, vont finir par marcher. Mais que c'est chouette de donner la possibilité par des détails qui sont en fait pour nous pas un effort important, de dire ok, au lieu de le prendre par les aisselles, je vais le prendre par le bassin. Eh bien, on peut l'amener, le guider. C'est un peu ça, un peu l'image. Moi, je dis toujours, c'est comme si un enfant, en fait, on essaie juste simplement de lui donner un maximum de possibilités pour qu'il puisse être le plus épanoui, comme tu dis bien, dans ses baskets, et que par des petits détails dans notre comportement, dans l'aménagement des jouets, dans le portage, eh bien, on va pouvoir l'aider à être le plus épanoui possible. Ouais. Après, il y a toujours aussi, bien sûr, je vois bien quand on revoit la manutention avec les parents, ils sont souvent vite débordés, ils ont l'impression beaucoup d'infos, c'est trop de changements. Mais en fait, très rapidement, une fois qu'on l'a fait 2-3 fois, même pendant la consultation, ils se rendent bien compte que c'est vraiment pas plus compliqué que prendre la vaisselle, mais que c'est une question d'entraînement et c'est changer des mauvaises habitudes. Et une fois que les habitudes ont été changées, ça devient un mécanisme et c'est comme tout, le cerveau est tellement malléable qu'on s'y fait très vite et s'adapte. Et donc voilà. Après, c'est le même, quand on est dans ce sujet-là aussi, tout ce qui est manutention et portage, par le même principe, le portage, c'est vraiment, voilà, moi je suis à 100% pour, évidemment, surtout dans les 3 premiers mois de vie, parce que, comme on dit souvent, ce qui ressemble le plus à l'intérieur d'une maman, c'est l'extérieur d'une maman. Donc le premier trimestre d'un enfant est le 4e trimestre de la grossesse.
Et pour le bébé, de nouveau, pour se construire et construire ce lien d'attachement qui est si important avec la maman ou la personne de référence, de nouveau, c'est ce portage qui va permettre vraiment d'avoir une proximité, de construire ce lien d'attachement, cette sécurité, et qui va, aujourd'hui, c'est bien expliqué par plus d'un psychologue, que le fait de pouvoir de bien s'attacher va permettre d'avoir un meilleur détachement et justement une meilleure indépendance pour plus tard, et non l'inverse, comme beaucoup croient encore aujourd'hui, que plus on va porter son bébé, plus on va en faire des enfants dépendants. Et comme je dis toujours, moi je ne vois pas encore aujourd'hui des enfants, même à 18 ans, qui dorment encore avec leurs parents ou qui sont encore dans les bras de leurs parents jour et nuit. Oui, tout à fait. Mais du coup, qu'est-ce que tu pourrais dire à une maman qui arrive, j'ai toujours quel joli cadeau de la culpabilité qui arrive quand on devient maman, on a l'impression d'être responsable de tout, et alors on a des conseils, tout le monde se transforme en spécialiste sur la petite enfance, ou, les mamans, les grands-mères, les sœurs, les tantes, les copines. Et du coup, qu'est-ce que tu pourrais dire à une maman qui vient te voir en te disant moi, on m'a dit qu'il ne fallait pas que je porte trop mon bébé au début. Un bébé, ça pleure, c'est normal. Et il faut le laisser pleurer parce que sinon, 1, ça peut être un caprice. 2, je vais lui donner des mauvaises habitudes d'être porté tout le temps dans mes bras et qui sera malheureux après quand il ira à la crèche ou quand il va devoir se séparer de moi. Justement, déjà, je réexpliquerai ce que je viens de dire par rapport au lien d'attachement. Qu'aujourd'hui, c'est vraiment montré que le fait d'avoir un lien d'attachement important permet il faut s'attacher pour pouvoir se détacher. Oui, c'est ça. Donc, sécure. Ça fait des enfants qui sont dans une sécurité, qui ont leur sécurité de base, qui sont stables dans leur relation avec leurs parents et qui ont des meilleures armes pour pouvoir justement se détacher après. Ensuite, je dirais que oui, un bébé, ça pleure, c'est normal. Mais pourquoi ça pleure? C'est parce que c'est sa seule façon de communiquer quand le parent est à distance. Avec le parent ou avec la personne qui s'en occupe, c'est sa façon à lui de montrer qu'il a un besoin et que ce soit parce qu'il a faim, parce qu'il a besoin de contact, parce que il faut changer de langue, n'importe quelle raison. C'est sa façon de communiquer quand la personne est à distance. Après, de nouveau, quand le parent est plus près ou a un œil sur son enfant, il y a d'autres façons pour le bébé de communiquer. Et là, petit à petit, les parents apprennent aussi ces gestes, cette communication en fonction de la posture, en fonction de ce que l'enfant fait. Mais le pleur, c'est vraiment une façon de communiquer. Et c'est pas pour rien si l'enfant pleure. Et donc, souvent, dans les 3 premiers mois, on va plutôt conseiller d'intervenir le plus vite possible. Dès que l'enfant pleure, directement agir, et pour vraiment montrer et de construire cette relation de confiance avec le bébé, qui comprenne que quand il a besoin d'aide et qu'il appelle, la personne de référence est là directement pour répondre à ce besoin. Après, une fois que l'enfant grandit petit à petit, il faut toujours répondre à ce besoin, ça c'est sûr, mais par contre, il y a un peu une espèce de deal qui peut se faire entre l'enfant et la personne de référence, dans le sens où si la maman, par exemple, est occupée aussi déjà à donner le bain au plus grand ou occupée à cuisiner ou peu importe, elle peut communiquer avec son enfant, lui dire « oui, je t'ai entendu, j'arrive », le rassurer. Et lui, il a déjà cette sécurité un peu plus déjà ancrée par son passé, où ses parents sont toujours venus quand il l'a demandé. Et donc, il va pouvoir être un peu plus patient et savoir, en tout cas, ne pas être dans des pleurs avec une insécurité où on sent que c'est vraiment profond. Et ça permet à la maman ou aux parents d'être un peu plus cool et de venir répondre aux pleurs de manière un petit peu moins indirecte, un peu moins directe, on va dire. Donc voilà. Donc en fait, c'est un peu l'inverse. Plus on va les sécuriser tout petits, en leur disant « mais oui, tu n'es pas seul », surtout qu'on dit que les premiers mois, bébé a du mal à faire la distinction entre lui, son corps et le corps de sa maman. Ils sont un peu en symbiose. Et donc du coup, plus on va, de ce que je t'entends aussi, plus on va rassurer le bébé et lui dire « bah oui, dès que tu pleures, regarde, il y a quelqu'un tout de suite, tu n'es pas seul, tu es sécure », eh bien ça lui donne la capacité plus tard, dépasser les 3 mois, quand il commence à avoir aussi au niveau neurologique des développements importants affectifs, eh bien on construit une base safe, sécure, qui fait que par la suite, quand on lui dira de loin « oui, je t'ai entendu, comme tu disais, je vais arriver, maman lave les mains, maman est occupée à faire ça, mais je t'ai entendu, je vais arriver », il a cette information de « oui, je sais que j'ai une base sécure, je sais qu'effectivement, si elle me dit qu'elle va arriver, c'est qu'elle va arriver », et il va plus vite se calmer et attendre, voire réappeler un peu plus loin. Alors que comme tu dis, des fois, les bébés, si tu n'interviens pas, surtout en petit, ils vont parfois partir en explosion de pleurs, se fatiguer énormément et développer des mécanismes insécures. En fait, se dire « ok, je ne suis pas dans un endroit sécure » et donc ils ont heureusement les bébés sont pleins de ressources, mais du coup ils vont avoir diverses capacités et vous leur apprenez dès le début qu'en fait ils sont en lieu insécure. Et comme tu dis, je pense qu'effectivement avoir des adultes bien dans leur basket, c'est compliqué
plus on a ce sentiment d'insécurité. Et donc, de nouveau, ça en fera quand même un être humain, quoi qu'il arrive, comme tu disais. Mais c'est quand même chouette de leur donner un maximum de base sécure. Donc, on peut leur dire non, on ne culpabilise pas de souci. Voilà, exactement. Et puis, comme aussi je dis toujours, souvent, quand les mamans en consultation me posent ce genre de questions par rapport au fait de pleurer, est-ce qu'il faut intervenir directement ? Moi, j'aime bien toujours dire qu'il faut s'écouter, tout simplement. Arrêter d'écouter tout ce qu'il y a, tous les commentaires à gauche, à droite. Et donc, souvent, les mamans, quand elles m'expriment elles-mêmes, je comprends qu'elles ont déjà la réponse au fond d'elles, qu'en fait, quand leur bébé pleure, elles ont envie de prendre leur bébé dans les bras, et c'est normal, et heureusement, et c'est comme ça. Après, évidemment, parfois, on peut être complètement dépassé et ne plus en pouvoir. Ça, c'est tout à fait autre chose, et c'est encore un autre sujet, et c'est encore un autre débat. Mais tant que c'est de l'envie de la maman ou du papa, ou peu importe, la personne qui s'en occupe, c'est normal, il se répond à son besoin à soi et aux besoins du bébé. Et le même principe avec le sommeil, d'arrêter de dire qu'un enfant qui même j'irais même à 6 ans, dort encore avec ses parents, c'est un problème. Si les parents sont d'accord avec ça et que c'est OK pour eux et que c'est ce dont le bébé a besoin, donc quand il aura 18 ans ou 20 ans, cet enfant ne dormira pas encore avec ses parents. Enfin, t'as raison. Voilà. T'as raison, c'est hyper important de s'écouter et de faire en fonction de l'enfant qu'on a. Tant que les parents sont OK, moi je ne vais jamais dire si il faut que votre enfant dorme jusqu'à 6 ans avec vous, pas du tout. C'est tant que c'est ce que l'enfant a besoin, ce dont l'enfant a besoin et que les parents sont prêts à répondre à ça et que sont OK avec ça, très bien. Moi je dis toujours tous les choix sont bons, toutes les décisions sont bonnes, tant qu'on a toutes les informations et que c'est un choix éclairé. Tout à fait. C'est ça qui est vachement important, d'avoir toutes les infos. D'où, comme je disais, élever un enfant, c'est tout un village. Mais bien choisir les bonnes personnes compétentes, ne pas prendre les informations de la voisine du coin qui a dit que, parce qu'ils ont leur expertise vis-à-vis de leur enfant ou de ce qu'ils ont pu vivre. Et puis, c'est générationnel. Je veux dire, on connaît bien de génération en génération qui pensent qu'il faut laisser pleurer les enfants, que donner 2-3 claques, ça n'a jamais fait de mal à personne, qu'un enfant, plus on va laisser pleurer, plus il sera robuste. Enfin, il y a plein de croyances terrible sur l'enfant. Voilà, il va faire ses poumons. Des expressions qu'on a et qui, je pense, sont de génération en génération se transmettent. Et les grands-mères qui ont vécu ça, la culpabilité maternelle, qui ont vécu le « mais arrête de prendre ton enfant », répètent ce genre de conseils en croyant bien faire. De nouveau, ce que je dis, c'est pas de la malveillance, je pense vraiment, c'est une espèce de bienveillance qui dit « mais je vais te conseiller, je vais t'aider », mais qui, en soi, n'accepte pas de se dire « moi aussi, j'ai mal vécu ça quand j'étais maman, mais je veux le faire revivre à d'autres mamans ». Et donc, je pense qu'il faut casser ces espèces de cercles et te dire « ok, comme tu dis, il faut faire des choix éclairés et prendre les bonnes infos, en fait ». Ça, c'est vachement intéressant. Et du coup, on peut... est-ce que tu avais un autre conseil si tu as une maman là qui est enceinte? Qu'est-ce que tu auras envie qu'elle tienne comme information clé? Déjà, c'est un peu bateau, mais simplement se faire confiance, déjà pour commencer. Simplement, je sais que c'est pas toujours simple. Mais parce que même moi en consultation, en fait, souvent, j'ai mes connaissances théoriques, connaissances quand même avec les quelques petites années d'expérience aussi que j'ai, tout ce dont je m'informe et tout ça, mais je garde toujours en tête que le ressenti d'une maman ou d'un papa prime avant tout. Et donc, une maman qui est inquiète pour quelque chose, même si moi, au prime abord, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de souci, mais qu'elle reste inquiète, je vais quand même essayer de creuser plus loin. Parce que c'est quand même les parents qui connaissent le mieux leur enfant. C'est eux qui sont 24 heures sur 24 avec eux. Et il n'y a rien à faire. C'est des choses vraiment qu'il faut écouter quand une maman ou un papa est inquiet pour quelque chose. Donc, ce n'est pas à négliger, à mettre de côté. Tout à fait. Donc, pour moi, c'est vraiment en premier qu'elle garder confiance dans ce qu'elle pense. Après aussi, de nouveau, c'est un peu en fonction du tempérament de chacun et de chacune. Il y a des mamans qui ont envie d'informations, qui ont envie de conseils, qui ont envie d'apprendre des choses, d'autres qui sont moins en position ou de vouloir avoir des conseils. Ça, c'est en tant que thérapeute, c'est aussi à nous, c'est pas toujours évident au cabinet de cerner si la personne en face de nous est ouverte à avoir des conseils. Parce que moi, j'ai des mamans qui parfois arrivent avec presque les larmes aux yeux, qui ne veulent qu'on comprend directement qu'elles ne sont pas là pour avoir des conseils supplémentaires, qu'elles en ont déjà reçu de la grand-mère, de la tante, du beau-frère, du pédiatre et de n'importe qui. Et que donc ça, elles n'en peuvent juste plus. Elles veulent juste avoir un soutien, même parfois un peu psychologique, et de juste pouvoir expliquer le problème, leurs soucis pour le moment, de pouvoir se décharger. Et puis ensuite, la prise en charge plus kiné, on va dire, va se mettre en route. Et parfois, j'ai des mamans en fait, qui arrivent complètement en forme, pumped up, et qui sont prêtes à recevoir 1001 conseils et qui parfois en demandent trop et que même parfois c'est moi qui mets le frein. Donc voilà, ça c'est aussi un peu apprendre à cerner en fonction de la personne qu'on a en face de soi.
Mais sinon, ce que je dirais vraiment pour les mamans, je conseille toujours aussi un rendez-vous chez l'ostéo pédiatrique. Donc, comme j'ai dit tantôt, pour faire un check-up global. Voilà. Et alors, évidemment, de plus en plus aussi en kiné pour avoir la prévention de manière générale, avoir les conseils qu'il faut de base pour le bon déroulement et la suite. Voilà. Et en fait, ce sont des choses aussi qu'on aborde justement dans les ateliers. Tu proposes des ateliers au cabinet? Je propose des ateliers et ces ateliers, en fait, le principe, donc là, il va y avoir des nouvelles dates après cet été. Le principe, c'est maximum 5 bébés. Et en fait, c'est des bébés donc, de l'âge de la naissance jusqu'à la marche de nouveau. Et en fait, on va revoir ensemble toutes les bases de manière générale qui concernent vraiment tous les enfants. Après, des conseils aussi qui sont adaptés en fonction de l'enfant que j'ai devant moi et en fonction des âges que j'ai devant moi, évidemment. Et puis, je réponds à toutes les questions des parents. En tout cas, j'essaye, dans la mesure du possible, de répondre aux questions. Et en fait, ce qui est génial aussi, c'est qu'on se rend bien vite compte qu'il y a aussi un échange qui se fait entre les parents et pas seulement entre moi et les parents, mais entre les parents de manière générale. Et donc voilà. Top. Et tu donnes aussi, on a vu des conseils, donc tu disais que tu es formée en allaitement, mais tu donnes aussi des conseils pour la mise en place du biberon aussi, par exemple. Tu as les deux, quoi. Même si tu expliques l'expertise de la physiologie, de l'allaitement, tu vas donner aussi des conseils là-dessus. Oui, parce que bien sûr, oui, je suis accompagnante en allaitement et l'allaitement est magique, mais bien sûr, pas de culpabilité par rapport au fait si le choix est de ne pas allaiter, chacun a son choix. Fait son choix, mais donc dans ce cas-là, moi j'accompagne avec grand plaisir aussi pour les mises en place de biberons qui parfois sont un peu longues, ou même d'éventuels troubles d'assumption au niveau du biberon. Voilà, il y a des choses toujours à mettre en place et des choses à adapter. Comment donner correctement un biberon aussi, parce que ça aujourd'hui c'est aussi quelque chose qu'on voit beaucoup, des biberons qui sont pas donnés dans le respect, on va dire, du bébé. Et de nouveau, ce n'est pas du tout intentionnel, mais il y a différentes choses à respecter pour que la prise du biberon soit la plus on va dire agréable et la plus dans le respect de l'enfant et donc voilà, on peut revoir tout ça aussi ensemble et voilà. C'est chouette. Ta casquette, j'espère qu'il y a de plus en plus de kinés qui vont se former, comme on disait, ils font un village pour élever un enfant et plus on a les différentes casquettes qui vont suivre, que ce soit la sage-femme, le pédiatre, la kiné, l'ostéo, peu importe, mais si on est tous formés, eh bien du coup on aura le même langage, la même communication, le même message et c'est très rassurant pour le petit patient, mais pour sa maman ou les coparents qui vont devoir soutenir. Comme tu disais, c'est une équipe, tu travailles aussi avec les parents et les coparents, c'est une équipe ensemble pour arriver au bien-être de ce tout petit. Top. Merci beaucoup. On peut te retrouver sur Instagram, tu as plein de petits tips. Exactement. Sur Instagram, j'aborde un peu tous les sujets. Même des sujets qui n'ont rien à voir avec la kinésithérapie. Donc, sur la petite enfance. C'est la manière globale de la petite enfance, des choses que je lis, parce que j'aime beaucoup lire les livres par rapport à tout ça, des articles, différentes choses, des nouvelles informations que j'ai, parce que j'aime toujours partager. Dès que j'apprends moi quelque chose, j'ai envie que le monde entier le sache. Donc, c'est un peu une façon de transmettre l'info. Après, de nouveau, comme j'aime toujours dire, Instagram, c'est un peu figé dans le temps. Tout à fait. Donc, c'est de l'écrit aussi. C'est pas toujours facile d'expliquer exactement ce qu'on veut expliquer par écrit. La communication reste toujours parfois un peu délicate. Donc, c'est toujours un peu la balance entre donner de l'info sans en donner trop, parce que aussi, c'est très dépendant du cas par cas. Chaque enfant est différent. Moi-même aussi, j'évolue. Donc, les posts que j'ai mis peut-être il y a 2 ou 3 ans sont peut-être pas exactement ce que je dirais aujourd'hui. Après, bien sûr, s'il y a quelque chose dont je suis totalement en désaccord, je le supprime. Mais donc c'est pour ça que je dis toujours aussi que je suis ouverte au débat et qu'il ne faut pas hésiter à me contacter, même via Instagram, à dire que je ne suis pas d'accord pour ceci ou pourquoi cela, et qu'on discute par rapport à tout ça. Parce que derrière un compte Instagram, il y a une personne et que on peut échanger et que on peut dialoguer. Et voilà, ce n'est pas juste une phrase qui est écrite et mot pour mot. Et donc voilà. Donc les mamans peuvent se contacter en message aussi pour poser des questions de temps en temps. Avec plaisir, même parce que j'en apprends autant d'elles qu'elles peuvent en apprendre de moi. Donc trop chouette. Top. Hâte de te retrouver du coup sur Insta. Merci pour ton temps. Merci à toi. Parce qu'on avait un petit souci, on a dû refaire la vidéo. Oui. Petit souci d'audio. Et donc tout m'a été très patiente. Merci à toi. Avec plaisir, merci à toi.